Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. C'est Jack Carter qui vous parle. C'était en juin 1911. Ce soir-là, Nick et sa chère et tendre Ida prenaient congé de leur ami McCluskey, chez qui ils venaient de dîner. Écoutez, au revoir Ida, Oui. au revoir Nick. Au revoir. Nous sommes ravis que vous ayez pu nous consacrer cette soirée. Bonsoir, monsieur McCluskey. Encore tous nos compliments à votre femme. Les escalopes au maïs, c'était un régal. Bonsoir, Mac. Un de ces jours. Et à bientôt. À bientôt. Quelle heure est-il? Minuit et demi. On pourrait peut-être rentrer à pied, non? Oh, volontiers. Oh, après un tel dîner, un peu d'exercice nous fera du bien. Oui. Ils sont charmants, tes amis McCluskey. Ah, n'est-ce pas? Je suis content qu'il t'ait adopté. Oh, elle, c'est un cordon bleu, dis donc. Et lui? C'est un bon policier? Ah, tu sais, pour avoir été nommé chef de la police de l'État de New York, faut pas être le premier venu. Bien sûr. Non, il a réussi à organiser une police très efficace. Malheureusement, surtout à New York, le nombre de bandits ne cesse d'augmenter. Et les effectifs sont devenus insuffisants. C'est pourquoi Mac me demande souvent de prendre en main certaines affaires délicates. Oh, et puis tu as réussi pour lui des arrestations sensationnelles. Ce que j'aime avec lui, c'est qu'il n'est pas timoré. Il me laisse entièrement le choix des moyens, et quels que soient ses moyens, il me couvre toujours. Hein, c'est un homme qui sait prendre ses responsabilités. Oui, pour lui, n'importe quelle solution est bonne du moment que le coupable est arrêté. Oui, sur ce point, nous nous entendons parfaitement. Puis en plus, c'est un type qui n'est pas dépourvu d'humour. Même dans le travail? Oui, même dans le travail, et c'est pas fréquent, tu sais. Nick. Quoi? Regarde. Hum. Il y a 3 types qui nous suivent. Oh, bah, et après, ils ont probablement dîné en ville, ils rentrent du même côté que nous, quoi. C'est bien leur droit, non? Écoute, ils me font pas bonne impression. Oh, 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 oh. Je leur trouve même une sale tête. Qu'est-ce que tu veux qu'ils nous fassent? Ah bah qui nous saute dessus, parbleu. Oh, oh, oh. Bah des noctambules attardés et dévalisés. Tu lis ça tous les matins dans les journaux. Ouais, mais t'inquiète pas, va, j'ai de quoi leur répondre. Oh, quand même. Oh, Nick, Quoi encore? ils se rapprochent. Ah. Il n'y a pas un policeman à l'horizon. Mais dans la journée, il y en a partout. C'est la nuit qui serait utile. Oh, Nick, écoute. Ils pressent le pas pour nous rattraper. Ne te retourne pas. Nick, j'ai peur. Pardon, monsieur, je vois que vous fumez le cigare, vous ne voudriez pas me donner un peu de feu? Non, laissez-nous tranquilles. Quoi? Ben, du feu, ça se refuse pas. Éloignez-vous, je vous casse ma canne sur le dos. Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh, Nick! Nick, prends garde, ils vont t'assommer! Au secours! Ah, dis donc la môme, tu vas la fermer, non? Allez, donne ton sac! Et plus vite que ça! Voleur! Lâche! Ça! Il a son compte, allez, fauchez-lui son portefeuille et filons. Au voleur! Au voleur! Oh, Nick! Oh, Nick, réponds-moi. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Au secours! Au secours! Oh, un policeman! 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 Voilà, qu'est-ce qui se passe? Nous venons d'être attaqués par 3 bandits. Par où sont-ils partis? Par là! Ils ont volé mon sac et le portefeuille de mon ami qu'ils ont assommé. Oh, mais dites donc, il en a pris un bon coup, hein? Il n'est pas mort, au moins. Non, il respire. Oh, mais écoutez, je vous en supplie, il faut faire quelque chose. Le transporter à l'hôpital. Oui, c'est ça. Oh, ma tête. Ma tête. Oh, Nick, mon chéri, on va te transporter à l'hôpital. Non. Non, ça va passer, va. Appeler un cab. Oui. Ida, ramène-moi à la maison, tu vois. Tu penses bien que je vais pas te quitter? Je vais chercher une voiture, il y en a une là-bas. Ah oui, s'il vous plaît. Voilà, elle arrive. Nick. Dis, mon pauvre Nick, tu penses pouvoir te mettre debout? Oui. Non, enfin, si vous m'aidez. Attendez, ma petite dame. Oui. Poussez-vous. Allez. Oh! 10! Merci. Oh là. Oh, c'est ma tête qui fait mal. Ils m'ont tapé sur la tête avec une matraque. Ah, voilà le cab. Attendez que je vous aide à monter. Ah oui, merci. Merci. Madison Avenue, numéro 24. Merci, policeman. De rien, je vous aurais bien accompagné, mais je n'ai pas le droit de quitter mon district. Ça ira, merci. Bonjour, docteur. Bonjour mademoiselle. Je vous ai fait lever de bonne heure. Merci d'être venu si vite. Oh, pour mon ami Nick, il n'y a pas d'heure, vous le pensez bien. Et qu'est-ce qui se passe? Hier soir, en rentrant de dîner chez des amis, nous avons été attaqués par 3 voyous. Par exemple? Ils ont volé mon sac et le portefeuille de Nick, mais ce ne serait rien s'ils ne s'étaient pas acharnés sur lui. Ils l'ont assommé à coups de matraque sur le crâne et ce matin, il se plaint de maux de tête épouvantables. Vous savez qu'il n'est pas douillet et les douleurs dont il souffre m'inquiètent beaucoup. Nous allons voir ça. Et puis il dit des phrases qui n'ont pas de sens. C'est la fièvre. Mais non, il a 37. Ah? Venez le voir. Entrez, docteur.
Alors, mon bon ami, c'est comme ça qu'on fait de la boxe après le dîner? Ma tête. Oh, que j'ai mal. Bonjour, Perkins. Où souffrez-vous exactement? Ici. Oui, ici et à la nuque. Ah, mais je ne sens rien d'anormal. Aïe! En tout cas, rien de cassé. Une petite échymose ici, mais vraiment 3 fois rien. Couvrez-vous, docteur, le temps est à la neige. Pardon? Non, je dis couvrez-vous, le temps est à la neige. Mais Nick, nous sommes au mois de juin. Ah oui, mais j'ai vu tomber des flocons sur le jardin. Des flocons de neige? Oui. Non, mais vous pouvez pas les voir, ils ont fondu au soleil. Oui. Oui, bien sûr. Allons, Nick, ne vous inquiétez pas, rien de grave. Je vais vous donner une potion qui calmera votre mal de tête. Il faudra essayer de vous lever et d'aller prendre l'air dans votre jardin. Ah, je peux pas sortir, il m'a enfermé. Mais qui? Mais vous? Alors oui, le docteur est là, alors vous ouvrez les portes pour qu'il ne sache pas. Mais quand il sera parti, vous recommencerez à m'enfermer. Mais Nick, tu dis des bêtises, écoute. Et tout ça n'a aucune importance. Dites-moi, Nick, cette nuit, malgré ces maux de tête, avez-vous pu dormir un peu? Dis ça moi? Très bien, je vois même pas pourquoi vous me demandez ça. Ah bon, parfait. Excusez-moi. Allons, ce qu'il vous faut, c'est beaucoup de repos et du grand air. Le mieux serait de vous en aller un peu à la campagne. Ah, si vous croyez que j'ai le temps. Mais tu le prendras. Ce n'est pas avec cette vie affolante de New York que tu te remettras d'aplomb. Enfin, Écoute, essaie de dormir un peu. Ah, oh, ma tête. Nous vous laissons tranquilles. Je repasserai ce soir voir un peu comment vous avez passé la journée. Merci, Perkins. Alors, docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Physiologiquement, il n'a rien. Quant aux bêtises qu'il raconte, je n'aime pas beaucoup ça. Non plus. Il a eu certainement un choc interne qui affecte le cerveau, mais en quelle mesure? Il est prématuré de se prononcer. Il faut attendre. Envoyez-le à la campagne dans le calme absolu. Oui. Chez son frère, il serait très bien. Son frère le pasteur? Oui. Il a une petite paroisse dans le Kentucky au milieu des champs. Son fils Jack, qui travaille avec Nick, pourrait l'accompagner là-bas et veiller sur lui. Je crois que ce serait la meilleure solution. Oui, en effet. Qu'il prenne un bon mois de campagne. Et il nous reviendra complètement retapé. J'espère. Eh bien, après 3 semaines de campagne chez papa, Nick n'était pas retapé du tout. Les maux de tête avaient disparu, il dormait et mangeait bien, mais les facultés mentales ne fonctionnaient pas normalement. Loin de là. Nick, encore un peu de porridge. Oui, je veux bien. Dis-moi, Nick, pourquoi ne te rases-tu pas? Avec cette barbe de 3 semaines, tu commences à ressembler à Robinson. Non, tu saurais que dans les périodes où je pêche la truite, je ne me rase jamais. La barbe attire le poisson. Alors là, tu vas fort. Non. Non, du fond de l'eau, la truite voit ma barbe démesurément grossie. Elle s'imagine que c'est une herbe nouvelle qu'elle ne connaît pas. Elle s'approche pour voir et hop, un poisson de plus. Quand même, pour les gens d'ici, j'aimerais mieux que tu te rases et que tu te fasses couper les cheveux. Ah oui. Et l'autre jour, il y a une bonne femme qui m'a pris pour un clochard. Elle a couru se barricader chez elle. Bon, je vais m'étendre un peu au soleil. Mais oncle Nick, il est 9h du soir, il n'y a plus de soleil. Mais si. Allons nous coucher, je monte avec toi. Fichez-moi la paix, je vais aller me coucher au soleil. Au clair de lune, tu veux dire? Comment, il y a un clair de lune et tu ne me le disais pas? Passez-moi un fusil. Pourquoi faire? Les coups de fusil au clair de lune, ça fait fleurir les géraniums? Mon fusil est en réparation. Ah, tant pis. Bon, je vais m'étendre au clair de lune. Pauvre oncle Nick. C'est terrible de le voir comme ça. Chacun porte sa croix. Heureusement qu'il n'est pas dangereux. Oh, il le deviendrait vite si on le contrariait. Hier, il voulait plonger tout habillé dans la rivière. J'ai essayé de l'en empêcher, nous avons failli nous battre. Heureusement, un rouge-gorge est venu se poser sur un buisson. Nick s'est amusé à observer l'oiseau et il n'a plus pensé à se baigner. Et quoi faire pour le guérir? Quoi? Lui qui avait une si vive intelligence. Il faut beaucoup prier pour lui. Allons, je monte me coucher. Tu as entendu? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un est entré dans le temple et sonne les cloches. C'est le tocsin? Mais non, on m'aurait prévenu. Allons voir. L'oncle Nick n'est pas sur la pelouse. Et la porte du temple est ouverte. Veux-tu parier que... Nick! Nick! Veux-tu lâcher cette corde, Nick? Mais qu'est-ce qui te prend? C'est l'heure de l'office, je veux prêcher. Je veux dire aux gens qu'il est temps de se Tu repentir. leur diras ça demain, à cette heure-ci, ils dorment. Allons, viens. Bon.
Des paysans étaient accourus, et l'on eut bien du mal à leur cacher que c'était le frère du pasteur qui avait fait des siennes. On ramena l'oncle Nick à New York, et le docteur Perkins le fit examiner par un psychiatre. Alors, docteur? J'ai assisté le professeur. Il n'est pas du tout optimiste. Oh, mon Dieu. À toutes les questions qui lui ont été posées, Nick a rarement donné des réponses sensées. Et maintenant, ce qui est plus grave, il commence à avoir des idées fixes. Des idées fixes? Oui. Aujourd'hui, il n'a parlé que de gilet bleu. Gilet bleu? Et il a reproché au professeur de ne pas avoir de gilet bleu. Il estime que le monde entier doit porter des gilets bleus. Et quoi faire? Attendre. Il est possible qu'à la campagne, le changement de cadre ne lui ait pas été favorable. À New York, au milieu de ses objets familiers, peut-être retrouvera-t-il son équilibre psychique. Encore faudrait-il le surveiller de près. Je ne le quitterai pas. La nuit, je coucherai dans le bureau, à côté de sa chambre. Quoi qu'il arrive, je serai là. Essayons ce régime. Si cela s'aggravait, il faudrait songer à le mettre en clinique. Oh, nous n'en sommes pas encore là, Dieu merci. Nick fut donc réinstallé chez lui, à New York. Mais il ne voulait aller que dans son jardin. Il refusait aussi de se raser et de se faire couper les cheveux. On ne voulut pas le contrarier, puisqu'il n'allait pas en ville. Et il vécut là une 8aine de jours, assez paisible. Une nuit, le téléphone se met à sonner. Couchant dans le bureau, je ne suis pas long à répondre. Allô? Allô, c'est Jack Carter? Oui? Ici McCluskey. On vient de m'appeler au poste de police du 4e district. Nick vient encore de faire des bêtises. Nick? Mais il dort. Vous m'étonnez. S'il était sorti de sa chambre, je l'aurais entendu. Attendez une seconde. Il n'est plus dans son lit, il s'est échappé par la fenêtre. Arrivez tout de suite au poste du 4e district, dans la 23e rue. Je vous y rejoins. D'accord. Je m'habillai en hâte et passai chercher Ida. Une demi-heure plus tard, nous étions au poste de police. Voici l'inspecteur Gallenson. Il va vous raconter ce qui s'est passé. Eh bien, vers minuit, nous avons été appelés au téléphone par le maître d'hôtel d'une demoiselle Maud Cavendish, qui habite un hôtel particulier près de Central Park. Sans la moindre raison, Nick Carter a forcé sa porte et il l'a ligoté et bâillonné. Oh, c'est insensé. Ah, je ne vous le fais pas dire, Mais il ne lui a pas fait de mal, au moins. parce qu'on est arrivé à temps. Heureusement, Miss Maud avait pu se glisser et poser le coude sur un bouton de sonnerie qui se trouvait par terre sous son secrétaire et qu'elle pressait habituellement avec le pied. Le maître d'hôtel est accouru. Il a menacé avec son revolver M. Carter, qui n'a plus bougé jusqu'à notre arrivée. Le mieux est de l'interroger lui-même. Où est-il? Dame, on l'a mis au violon. Visiblement, il n'est pas dans son état normal. Au cas où il aurait une crise, vous comprenez, hein? Vous avez bien fait. Si vous voulez bien entrer dans ce bureau, je vous l'amène tout de suite. Oh, mon Dieu, en voilà une histoire. Soyez calme. Attention, le voici. Alors, Nick, qu'est-ce qui vous a pris? Je sais pas. Je me suis réveillé en nage, alors j'ai voulu prendre l'air. Je me suis habillé, comme je savais que Jack ne m'aurait pas laissé sortir, ben j'ai sauté par la fenêtre. Il faisait bon. J'ai marché. Je suis passé devant un hôtel particulier au premier étage, il y avait de la lumière. J'ai aperçu une très belle jeune femme qui écrivait, alors j'ai eu envie de bavarder avec elle. J'ai pris mon passe-partout, j'ai ouvert la porte d'en bas. Sans faire de bruit, je suis monté. Et je suis entré dans sa chambre. Oh, Nick. Elle s'est mise à crier. Ça m'a agacé, je l'ai bâillonné avec mon mouchoir. J'ai arraché des embrasses de rideau et je l'ai ligoté. Voilà, c'est tout. Et le valet de chambre est arrivé. Oui. Oui, je sais pas qui l'a prévenu, d'ailleurs. Nick, qu'est-ce que tu as là qui dépasse de ta poche? C'est une photo de la dame. Oh. Je lui ai prise en souvenir. Donnez-moi cette photo, Nick. Je la lui rendrai. Dommage. Je lui dirai que vous êtes mon ami et je lui demanderai de ne pas porter plainte. Porter plainte, pourquoi? J'ai rien fait de mal. On ramena Nick à la maison, et le lendemain, il y eut une conférence chez le psychiatre. Après quoi, le docteur Perkins et McCluskey nous firent part des décisions prises. Après un tel comportement, nous sommes tombés d'accord pour placer Nick en observation dans la clinique du docteur Fletcher, l'éminent psychiatre, expert auprès des tribunaux. Bien sûr. Sa clinique est parfaite. Là, on pourra étudier les réactions de Nick beaucoup mieux que nous ne pourrions le faire nous-mêmes. Je pourrais aller le voir? Oh, mais autant que vous voudrez. Oui, seulement il ne sera pas inscrit sous le nom de Nick Carter. Ah.
Pour le docteur Fletcher, comme pour ses collaborateurs et ses malades, Nick sera monsieur Oliver Clapham. Nous ne voulons pas que, pour un accident passager, les gens puissent par la suite douter de l'intelligence de Nick. Sa réputation, sa gloire doivent demeurer intactes. Nous vous en remercions. Merci. C'est moi-même qui le présenterai au docteur Fletcher. Le lendemain, conduit par McCluskey, Nick entrait à la clinique du docteur Fletcher. Il en avait accepté le principe assez docilement, à condition de garder sa barbe, ce qu'on lui accorda volontiers. Par contre, quand on avait parlé de lui couper les cheveux, il avait exigé qu'on lui rase le crâne, ce qui fut fait pour ne pas le contrarier. Mais quand il se vit destiné à vivre dans une salle close avec 7 pensionnaires manifestement inquiétants, il poussa des hurlements. La gentillesse du docteur Fletcher réussit enfin à le calmer. Allons, monsieur Clapham. Dites-vous bien que vous ne resterez ici avec nous que très peu de temps. Oui, mais enfin... Alors, je vais vous présenter nos amis. Et voici monsieur Ford, professeur à l'université de Columbia, spécialiste des antiquités égyptiennes. Ravi de vous connaître, monsieur Clapham. Je vous parlerai de l'Égypte et du fameux oiseau sacré qui n'était qu'un canard. Il chantait comme un coq. Cocorico. Très bien, monsieur Ford, gardez-en pour demain. Et maintenant, voici monsieur Russell, architecte. Autrefois, monsieur Clapham, il y a bien longtemps, j'étais très jeune. C'est moi qui ai construit le Parthénon. Ah oui. Vous en avez déjà peut-être entendu parler. Oui, monsieur, et je vous admire. Je voudrais en faire une caserne pour Fantassin. Tiens. 1, 2, portez arme sur l'épaule droite. Docteur, on vous demande au téléphone. Excusez-moi, monsieur Clapham. Je vous en prie, docteur. Et vous, monsieur? On m'appelle Mario Canta. Mais ce n'est pas mon vrai nom. Ah. Je suis Benjamin Franklin. Et j'ai tout lieu de croire que je ferai de très grandes choses. Je suis très honoré, monsieur Franklin. Et en attendant, tout le monde m'en veut quand je pense qu'ils m'ont enfermé à la prison des Thames. Thames? Mais qu'aviez-vous fait? Il paraît que j'avais tué un homme. Oh. Ils sont tous fous et ils inventent n'importe quoi. Bah oui. Mais moi aussi, j'invente. D'ici quelques années, j'inventerai une chose qui fera du bruit. Le paratonnerre. Je libérerai aussi les États-Unis. Mais vous, mon cher monsieur Clapham, Oui. Pourquoi êtes-vous ici? Oh, mais pour rien, cher monsieur, pour rien, parce que je suis monté chez une belle dame que j'avais aperçue à sa fenêtre. Roméo, lui, aurait grimpé par une échelle de soie, mais moi, j'ai estimé que l'escalier était plus commode. Quand elle m'a vu entrer dans sa chambre, elle a poussé des cris. Les femmes ne comprennent rien à l'amour. Oui, c'est ce que je lui ai expliqué, après l'avoir attaché avec des embrasses de rideau. Mais... Comme vous m'êtes sympathique, monsieur Clapham. Merci. Nick et Mario Canta devinrent de grands amis. Quant au docteur Fletcher, il apprécia vite l'éducation et la culture de son nouveau pensionnaire, et quand M. Clapham manifesta le désir de passer ses journées à la bibliothèque et d'en dresser le catalogue, il accepta sans difficulté. Un jour que Nick classait des livres, il vit son ami Canta et un infirmier traverser la pièce et entrer dans le bureau du docteur. L'infirmier en ressortit seul et s'éloigna. L'habitude de la curiosité, contractée par 20 ans de métier, poussa instinctivement Nick à entr'ouvrir la porte capitonnée et à coller son oreille à la seconde porte. Asseyez-vous, monsieur Canta. Merci, docteur, mais je ne suis pas fatigué. Toutefois, Benjamin Franklin ne pouvant demeurer debout devant un simple médecin, je m'assiérai donc. Ne vous donnez pas tant de mal. Je sais, moi, que vous êtes un simulateur. Je ne comprends pas. Vous savez pourtant bien qui vous a envoyé ici. Le juge d'instruction. Une nuit, vous avez forcé le coffre-fort du lapidaire Rosenthal. Et vous avez tué le pauvre homme qui avait tiré sur vous un coup de revolver bien mérité. Depuis, vous vous êtes fait passer pour fou, et l'on vous a mis en observation ici. Je peux tout pour vous, Canta. Le meilleur et le pire. C'est-à-dire? Rendez-moi le collier, et je vous fais évader. Si vous refusez, je déclare que vous n'êtes pas fou, et c'est la chaise électrique. Le collier, mais quel collier? Puisque vous tenez à ce que je mette les points sur les i, soyez satisfait. Récemment abandonnée par un richissime Anglais, une certaine demoiselle se trouve tout à coup privée d'argent.
Elle avait commandé la construction d'une magnifique résidence au bord de la mer et pour faire face à ses engagements, elle se voit obligée de vendre sa rivière de diamants estimée à 100 000 $. Rosenthal la lui achète 10 000 $, somme dérisoire mais payée comptant, ce qui l'attire momentanément d'embarras. La demoiselle, s'estimant grugée, décide purement et simplement de récupérer son collier pour le revendre ensuite pierre à pierre. Elle entre en relation avec vous, Kanta, qui êtes un ouvreur de coffre-fort réputé. Et elle vous promet 15 000 $ si vous lui rapportez le collier. Une nuit, vous pénétrez chez Rosenthal, il vous surprend, et vous le tuez, sans avoir pu l'empêcher de vous blesser d'abord d'un coup de revolver. Impossible de fuir, la police vous arrête. Le collier de diamants qui était dans le coffre a cependant disparu. Je vous demande, moi, où l'avez-vous caché? Vous ne voulez pas répondre, vous vous méfiez. N'ayez pas peur, allez, je ne travaille pas pour la police. La preuve, la voici. Lisez ce petit mot qui vous est destiné. Ayez confiance dans le docteur Fletcher, c'est un ami. Faites tout ce qu'il vous dira et il vous sauvera. Vous reconnaissez l'écriture de la demoiselle? Oui. Ça change tout. Où est le collier? Ma femme faisait le guet dans la rue. Je le lui ai jeté par la fenêtre. C'est elle qui l'a. Où est votre femme? Bien caché. Dites-lui de me rapporter le collier. Après quoi, je vous remets les 15 000 $ qui vous ont été promis. Et je vous fais évader. Mais vous, personnellement, quel est votre intérêt dans cette affaire? Je désire être agréable à la personne en question, qui m'est particulièrement chère. Ah, c'est votre maîtresse. Si je réussis la négociation, elle le deviendra. Vénard. Alors? Je veux mes 15 000 $ tout de suite. Non, non. Que votre femme rapporte le collier d'abord. Rien à faire. Alors, je dis au tribunal que vous êtes un simulateur. Et moi, je leur raconterai votre petit chantage. On ne vous croira pas. Vous avez déjà eu quelques vilaines histoires, docteur Fletcher. Vous avez touché de l'argent d'héritiers sans scrupules pour garder enfermés ici des gens riches parfaitement sains d'esprit. Il y a toujours eu des non-lieux et j'ai gagné tous mes procès en diffamation. Parce que vous êtes protégé par des politiciens aussi véreux que vous. Mais prenez garde, la roue tourne. On vous a à l'œil et si je raconte l'histoire du collier, ça ne vous rendra pas service. Bref, qu'est-ce que vous voulez? Mais je vous l'ai dit. Mes 15 000 $ tout de suite. Qu'est-ce que vous en ferez? Je les planquerai. Ici? Ce ne sera pas facile. Ne vous inquiétez pas pour moi. 7 500 $ tout de suite. Et l'autre moitié quand vous rendrez le collier. Non. Tout de suite. Alors il faut vous faire confiance. Mais oui. Bien. Les voici. Parfait. Ma femme viendra me voir cet après-midi. Je lui dirai d'apporter le collier demain. L'après-midi, Mario Kanta fut appelé dans le bureau du docteur. En voyant sa femme, il demanda qu'on la laissât seule avec lui. Nick, qui était dans la bibliothèque, essaya d'entendre ce que disait le mari, mais impossible, il parlait trop bas. Par contre, le lendemain, quand revint la femme, Nick ne perdit pas un mot de l'entretien. Asseyez-vous tous les deux. Alors, Madame Kanta, vous m'apportez l'objet? Oui, docteur. Tenez. Je l'ai enveloppé dans un journal. J'ai pensé que ce serait plus prudent. Vous avez bien fait. Mais vous l'avez cassé. Il n'y en a que la moitié. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en voilà déjà pour 50 000 $. Et que vous aurez l'autre moitié quand je serai dehors. Mais moi, vos 15 000 $, je vous les ai versés intégralement. Et ça n'empêche pas que je tiens à garantir ma liberté. Vous n'avez pas confiance? Mon Dieu, au dernier moment, vous pourriez peut-être hésiter à laisser évader un assassin qui vous a été confié par la justice. Je préfère qu'il reste 50 000 $ au bout. Vous ne tenez pas vos engagements. Faites-moi évader, je vous enverrai la deuxième moitié du collier par paquet poste. Par paquet poste? Recommandé. S'il se perdait, je ne vois pas très bien le recours que nous pourrions avoir. Non, je préférerais aller le prendre moi-même à un endroit convenu. Non. La poste, c'est ce qu'il y a de plus sûr pour moi. Soit. Mon évasion est pour cette nuit, n'est-ce pas? D'accord. Je dirai à l'infirmier qu'il vous ramène ici, ce soir, à 6 heures. Je vous expliquerai ce que j'ai arrangé, ce qu'il vous restera à faire. Entendu. Stella, tu peux t'en aller. Au revoir, docteur.
Au revoir, madame. Au revoir, Mario. À cette nuit. Surtout en sortant, assure-toi bien que personne ne te suit. Ne t'inquiète pas, j'ai l'œil. Bien. Infirmier, voulez-vous reconduire Monsieur Canta à la salle commune? Bien, docteur. Monsieur Quentin, s'il vous plaît. Oui. Allô? Allô, mademoiselle, voulez-vous me donner le 848-74, je vous prie? Allô? Allô, c'est vous? Oui, elle vient de partir. Elle m'en a rendu que la moitié et il m'a juré de m'envoyer l'autre par la poste après son évasion. Mais je vous dis tout de suite que je n'ai aucune confiance en lui. Une fois dehors, il ne nous enverra rien du tout. D'autre part, chérie, si je laissais échapper un prix de justice qui m'a été confié par les autorités, cela me causerait un tort considérable. Non, il ne sortira pas d'ici, il n'en est pas question. Écoutez, nous en avons déjà récupéré pour 50 000 $, plus les 10 000 que vous avez touchés de Rosenthal. Ça vous fait tout de même 60 000 $, l'opération n'est pas mauvaise. Comment? Ah, les 15 000 que j'ai donnés à Canta. Ne vous inquiétez pas. Avant 1 heure, ils seront revenus rejoindre la moitié du collier dans mon tiroir de bureau. Non, pas ce soir, chérie. J'ai du travail. Je resterai ici tranquillement, à penser à vous. Demain soir, c'est cela? Oui, d'accord. À demain soir, chérie. Infirmier? Docteur. Monsieur Clapham doit être dans la bibliothèque. Emmenez-le dans la salle commune avec les autres. Que tout le monde y soit, j'ai quelque chose à dire aux malades. Bien, docteur. Armes sur l'épaule. Monsieur Clapham, si vous voulez bien venir. Oui, voilà. Silence! J'ai demandé le silence. Je me vois contraint, messieurs, à vous mettre au courant d'une chose grave, dont je viens de m'apercevoir tout à l'heure. L'un de vous a volé dans mon bureau une liasse de billets de banque pour une somme de 15 000 $. Taisez-vous! Je me vois donc contraint, bien que je répugne à un tel procédé, à prier messieurs les infirmiers de vous fouiller tous sans exception. Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Pourquoi, monsieur Canta, vous défendez-vous avec tant d'énergie? Tu le sais bien, crapule! Je ne trouve rien sur lui. Et ses chaussons? Regardez donc un peu dans ses chaussons. Laissez-moi! Laissez-moi, je vous dis, laissez-moi, allez vous me laissez, tas de brutes! Voilà l'argent, docteur. Les billets étaient dans ses chaussons. C'est votre patron qui me les avait donnés, espèce de veau! Bandit! Brute! Salaud! Canard! Camisole de force, vite! Et dans une cellule capitonnée! Non mais je ne supporterai pas davantage! Assez! Non mais vous me chatouillez, vous devez arrêter! 2 heures plus tard, Canta réapparut dans la salle commune. Il avait les mains libres et semblait complètement dompté. Mon pauvre monsieur Franklin, ils ont été durs avec vous. Dites-vous bien une fois pour toutes, monsieur Clapham, que le docteur Fletcher est une abominable crapule. Oui. Mais s'il vous avait donné cet argent, je vois pas pourquoi il vous l'a pris. Parce que c'est une ordure. Si vous voulez, je peux très bien le tuer. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Si ça vous rend service, je lui fais son affaire en moins de 2. Vous feriez ça? Oh, entre amis, il faut bien s'aider. Vous savez ce qu'on devrait faire? On devrait s'évader ensemble. Alors là d'accord. Bon. Oui. Si vous voulez, moi tout à l'heure, je m'arrangerai pour garder la clé de la bibliothèque. C'est par là qu'on peut entrer dans le bureau cette nuit. Oui. Pendant que vous fauchez l'argent dans le tiroir, moi je pénètre dans la chambre du docteur. Et avant qu'il ait le temps de se réveiller, vous l'étranglez. Oui. Et je lui prends ses clés. Il y a une sortie particulière, au fond d'un couloir. Une petite porte qui donne sur la rue. C'est par là qu'il entre et qu'il sort. On lui prendra aussi ses vêtements. Oui, ça, ce sera facile. Mais le dur, ce sera pour sortir du dortoir. Écoutez-moi bien. Vers 1 heure du matin, à mon signe, vous vous levez doucement. Oui. Je m'approche de l'infirmier de garde. Je l'assomme. Je lui prends ses clés. Et tous les deux, on file droit sur la bibliothèque. Et s'il y a un malade qui se réveille et qui risque de donner l'alarme, vous lui rentrez dans le chou, hein? Comptez sur moi. Et la nuit suivante, tout se déroula comme prévu.
Clapham, Oui, tu es prêt? oui, Je m'occupe de l'infirmier. bien. Il a son compte, hein? J'ai des clés. Formidable. Oh, doucement, doucement. La porte grince. Voilà. À la bibliothèque. Vite. J'ai la clé. La porte du bureau n'est pas fermée. Entrons doucement. Je vais faucher l'argent. Attends. Quand il me l'a donné, il l'avait sorti. Oui, de ce tiroir, là, ici. Passe-moi le coupe-papier. Oui. Et voilà le fric! Oh, dis donc. Tu as vu? Un collier en diamant. Bah t'occupe pas, je l'emmène aussi. Allez, maintenant, tu supprimes le docteur. Écoute. Dans la chambre à côté. Il ronfle. C'est le moment ou jamais. Allez. Bondy. Pendant que tu l'étrangles, je lui fauche ses clés. Oui. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est fini, il est mort. Tu ne l'as pas étranglé? Non, je lui ai fait le coup du lapin, c'est rapide et ça ne pardonne pas. Bon. J'ai ses clés. Maintenant, les vêtements dans l'armoire, hein? Un par-dessus et un McFarlane. Bon, ça ira. Mets ça. Allez, mets ça. Et filons. D'accord. La rue. Ça fait plaisir. Ah, tu parles. Allez. Au revoir, mon vieux. Quoi? Tu me laisses pas tomber? Oh, je regrette, mais on m'attend ailleurs. Allez, débrouille-toi. Ah non, je veux pas que tu m'abandonnes. Non, moi, j'ai tué le docteur pour te faire plaisir, je veux embrasser ta femme. Si tu m'emmènes pas, je crie. Et ferme-la, espèce de cinglé. Emmène-moi ou je crie. Oh, quel casse-pied celui-là, tiens. Tiens, un cab. Cocher! Cocher! Allez, monte! Non, t'es gentil. 122e rue, numéro 43. Pendant ce temps-là, revenu à lui, l'infirmier avait donné l'alarme. Avec un camarade, ils entrèrent dans la chambre du docteur, et en voyant le corps, ils comprirent ce qui s'était passé. Ils se précipitèrent au dehors, et un flâneur leur confirma qu'effectivement, 2 hommes bizarres venaient de monter dans le fiacre qui s'éloignait là-bas. Une voiture, tout de suite. En voilà une. Cocher! Hé, cocher! Tiens, voilà des policemen. Qu'est-ce qui se passe? 2 fous qui sont échappés. Il y en a un très dangereux qui est sous mandat de justice. Montez avec nous. Vite, cocher! Tâchez de rattraper le cab qui file là-bas. Plus vite! Plus vite! Vous avez emporté les camisoles de force? Dans des cas comme ça, c'est la première chose à faire. Plus vite! Plus vite! Hé, regardez. Le cab s'est arrêté et les 2 types sont entrés dans une maison. Allez donc savoir laquelle maintenant. Le fiacre fait demi-tour, il revient vers nous. Cocher, arrêtez! Stop, police! Vous avez amené 2 clients devant une de ces maisons là-bas? Oui? Quel numéro? 43. Merci. Descendons, messieurs. Nous allons faire le reste à pied pour ne pas donner l'éveil. Cocher, attendez-nous là. Les 2 infirmiers et les 2 policemen s'approchèrent du numéro 43. C'était une maison en rez-de-chaussée avec entrée directe sur la rue. Un des policemen sortit un trousseau de clés et, après quelques essais, ils réussirent à entrer sans faire de bruit dans un long couloir. Derrière une porte, au fond, ils perçurent des éclats de voix et tendirent l'oreille. Qui c'est celui-là? Mais c'est Clapham, mon ami. On s'est évadés ensemble. Je lui ai souvent parlé de toi, alors il veut t'embrasser. Allez, embrasse-le et après on file. Il est dangereux? Il a tué le directeur, mais à toi, il ne te fera pas de mal. Tu en es sûr? N'est-ce pas, Clapham? Tu ne vas pas lui faire de mal? Bon, bien sûr que non. Allez, je vous embrasse, Madame Franklin. Ah, vous avez la peau douce, vous. Allez, pas de poésie, on n'a pas le temps. Allez, Stella, tu sais ce que j'ai dans mes poches, Stella? Non. Les 15 000 $. Et la moitié du collier que j'ai repris au docteur.
formidable. Mais tu racontes ça devant Clapham? Oh, bah lui, il est fou. Tout ce qu'il pourra raconter, on ne le croira pas. Allez, les valises sont prêtes? Oui. Bon, alors on file tous les trois. Allez, venez. Comment tous les trois? Bah, on prend une voiture et je dépose Clapham loin d'ici. Je ne veux pas qu'il puisse retrouver l'endroit où l'on est. Allez, comme la police l'interrogera sûrement, Ah tu bon? comprends. Allez, maintenant, passe-moi l'autre moitié du collier. Elle est sous une lame du parquet. Celle-là. Avec quoi on peut la soulever? Un tournevis. Allez, donne-moi ça. Elle est dure. Donne-moi. Attends, je vais t'aider. Oh. Mais t'es pas fou, non, mais abruti, mais qu'est-ce qui te prend? Oh, salaud. Mais ils vont se tuer! Les camisoles aux deux hommes, Mais les lâchez-moi. à la femme, allez, sautons dessus! Mais lâchez-moi, voyons. Mais ça va... Laissez-moi, voulez-vous me lâcher? Je suis Nick Carter. Et moi, je suis Abraham Lincoln! Non, je vais vous expliquer, voyons. Non, rien du tout. Allez, non. Les voilà hors d'état de nuire. Allez, en route pour la clinique. Attendez. Il y a la moitié d'un collier en diamant sous cette lame de parquet. C'est vrai, je la vois. Et je la prends. Bon, l'autre moitié est dans la poche de cet homme. C'est encore vrai? Alors, vous voyez bien que je suis pas fou. Je n'ai pas à juger. Allez, ramenez-les à la clinique. Policeman, téléphonez au 827-34 de la part de Monsieur Clapham. Je n'ai pas de temps à perdre. Non, mais le 827-34, je vous dis. 827-34. Non, écoutez, appelez le 827-34. Quanta et Nick furent ramenés à la clinique et introduits dans le bureau. Docteur Fletcher! Vous n'êtes pas mort? Lequel de vous deux m'a frappé? Moi, docteur. J'ai fait croire à Monsieur Kantak que je vous avais tué. En réalité, je vous ai fait une prise chinoise qui prive un homme de ses sens pour une demi-heure à peine, le temps de prendre le large. Mais pourquoi tu ne l'as pas tué? Parce que je suis Nick Carter. Carter! Vous, Clapham, vous êtes fou! Non, docteur. Clapham n'est autre que Nick Carter et il n'est pas fou. J'en réponds comme de moi-même. Mais enfin, McCluskey... Mac, ayez la bonté de me desserrer cette boucle et de me faire enlever cette camisole de force. Messieurs les infirmiers, veuillez libérer Monsieur Carter. Oh, Ida, Jack, vous êtes venu? Je dormais quand le policeman à qui vous aviez indiqué mon numéro m'a téléphoné. J'ai aussitôt convoqué Ida et Jack, car j'imagine que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Oui. Passez donc les menottes à Fletcher et à Mario Kanta. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? L'heure de la vérité a sonné, docteur Fletcher. J'ai le plaisir de vous confirmer ce que vous a dit McCluskey. Je ne suis pas fou. Et si j'ai fait semblant de l'être, c'était pour savoir si Mario Kanta était un simulateur ou non. Le meilleur moyen d'être fixé était de me faire enfermer avec lui. Donc je peux vous affirmer qu'il est sain d'esprit. Et j'ai fait d'une pierre deux coups, car en l'observant, en écoutant aux portes, j'ai acquis la certitude que vous êtes, docteur, un escroc et un maître chanteur. Il y a une chose que nous avons tenue secrète, McCluskey et moi. C'est que, dès le début de mon enquête sur l'assassinat de Rosenthal, j'ai su qu'un collier de diamants avait été volé. Dans le coffre, j'ai trouvé un écrin vide et une photographie de ce même écrin ouvert, présentant dans toute sa magnificence un collier que j'ai cru reconnaître. Il me semblait bien l'avoir vu au cou de Miss Maud Cavendish. Le fondé de pouvoir de Rosenthal me confirma que son patron venait d'acheter ce collier à une dame dont il avait eu le nom par discrétion. Plusieurs photos du collier avaient été faites pour prospecter des acheteurs éventuels. Je suis donc allé chez Miss Maud, qui a nié farouchement que ce collier lui ait jamais appartenu. Je savais qu'elle mentait. Et si elle mentait, c'est qu'elle avait trempé de près ou de loin dans cette affaire de vol suivie d'assassinat. Alors, j'ai employé les grands moyens. Je l'ai ligoté et bâillonné pour fouiller en toute tranquillité. Et j'ai trouvé ce que je cherchais, une photo représentant Miss Maud Cavendish en robe du soir, avec autour du cou le collier en question. J'avais la preuve qu'il me fallait. Mais voilà que surgit le maître d'hôtel. Il me braque un revolver sous le nez. Alors je saute sur l'occasion pour jouer une fois de plus les fous. Une nouvelle occasion de me faire enfermer. Une fois dans la clinique, je n'ai plus lâché Mario Kanta, et si je lui ai suggéré de nous évader, c'était pour récupérer la moitié du collier qui était dans ce bureau et l'autre moitié sous une lame de parquet chez lui. Mais alors, Nick, le soir où tu as sonné les cloches, c'était de la comédie? Pour nous faire croire que tu étais fou? Mais naturellement. Mais enfin, Nick, je n'ai pas rêvé. Oh. Nous avons bien été attaqués, tu as bien reçu des coups de matraque sur le crâne. Oui, les matraques étaient bourrées avec de la ouate, mon chéri. Et les bandits étaient 3 inspecteurs soigneusement choisis par McCluskey. Oh non, décidément, non, je ne m'habituerai jamais. Mais écoute, tu n'as pas le droit de jouer avec mes nerfs comme tu l'as fait. Sais-tu ce qui va arriver? Non. Tu vas finir par me rendre folle alliée. Ah bon. Infirmier, voulez-vous faire choisir à mademoiselle une camisole de force, s'il vous plaît?